Et si les mémoires qu'on porte ne nous appartenaient pas totalement ? La Maison 4, c'est un podcast qui propose d'explorer le transgénérationnel à travers l'astrologie et les mémoires du corps. Ici, je vous partage mes découvertes, mes avancées, mais aussi mon expérience, le tout de la manière la plus simple possible pour vous apporter des clés concrètes pour avancer vous aussi dans l'exploration de vos mémoires. Et nous voilà dans le deuxième épisode du podcast La Maison 4. Aujourd'hui, c'est un épisode dans lequel j'ai envie de vous parler un petit peu de mon parcours avec le transgénérationnel, comment c'est venu à moi finalement, l'astrologie, etc. Comment j'ai fait des liens et qu'est-ce qui m'a amené à m'intéresser à tout ça. Alors, je suis dehors, il fait super beau, il y a des oiseaux qui chantent, donc peut-être que vous allez les entendre et que ça va vous accompagner durant l'écoute de ce podcast. Ma rencontre avec le transgénérationnel, en fait, c'est rigolo, mais elle m'a été amenée par ma maman. C'est ma maman qui a été la première personne à m'en parler parce qu'elle-même, elle avait lu pas mal de choses dont elle ne parlait pas forcément. Mais en fait, quand je vais chez ma mère, clairement, il y a plein de bouquins sur le transgénérationnel et les mémoires familiales. Donc à chaque fois, je repars avec un ou deux livres que j'ai commencé chez elle et que j'embarque avec moi. Et donc elle s'est intéressée à ça. Alors je sais pas trop à quel moment parce que je vivais déjà plus avec mes parents à cette époque-là, mais voilà, elle a commencé à s'y intéresser plutôt dans le côté généalogie, plutôt dans le côté remonter un petit peu sur ce qu'a pu vivre la famille. Puis elle a commencé à m'en parler il y a à peu près 4 ans. Donc quand je me suis séparée du père de ma fille, ça a été une période assez compliquée pour moi de me retrouver seule. Et je me souviens qu'à ce moment-là, elle me parlait de mon arrière-grand-mère, Marie-Louise de son prénom, qui avait eu des histoires vraiment compliquées, notamment avec les hommes et avec mon arrière-grand-père, qui l'avait trompée, qui l'avait quittée. Elle s'était retrouvée seule avec ses 3 filles, donc ma grand-mère maternelle notamment, qui elle aussi a divorcé. Et finalement, le seul schéma familial, on va dire sain, entre un homme et une femme, enfin dans un couple, c'est mes parents qui, après 40 ans de mariage, sont toujours ensemble et même s'il y a pu y avoir des couacs à certains moments, moi j'ai pas grandi dans une ambiance de conflit entre mon père et ma mère, en tout cas pas quelque chose de quotidien et de lourd. Alors que du coup du côté de la lignée maternelle, toutes les femmes ou presque, même les tantes, ont vécu des choses compliquées avec les hommes. Et donc ma maman m'a d'abord parlé de cette arrière-grand-mère que je connaissais. Elle a dû décéder quand j'avais une dizaine d'années, donc je l'ai un petit peu connue. En tout cas, j'ai entendu parler d'elle. Et que ma mère m'a décrit comme une femme forte, une femme qui du coup a dû aussi se relever et élever ses 3 filles seule. En plus, elle était en Algérie à ce moment-là, donc bon, des difficultés. Donc une femme plutôt combative, plutôt forte, qui a géré, mais qui a aussi énormément souffert, et notamment qui a souffert dans ses relations de couple, dans ses relations avec les hommes. Et elle m'a parlé d'elle parce que à cette époque-là, ma mère elle a fait des liens, en tout cas, qu'elle m'a partagés entre des lieux où avait vécu cette arrière-grand-mère et des lieux où moi-même je vivais. Ces liens finalement qu'elle faisait entre des lieux de vie, je me souviens le prénom d'un ex-conjoint qui coïncidait avec une légende qui existait là où ma grand-mère était née, etc. Et moi j'étais à 1000 lieues de tout ça et presque ça me faisait peur en fait. Enfin voilà, je trouvais ça trop bizarre, j'avais pas du tout envie d'être liée à cette arrière-grand-mère d'une quelconque façon, donc ma première réaction ça a été plutôt un rejet de tout ça et de lui dire mais arrête avec tes trucs, ça va trop loin, c'est n'importe quoi. Et puis à cette époque-là je découvrais l'astrologie et ça m'a quand même mis la puce à l'oreille, ça m'a quand même donné envie d'aller explorer des choses. Et donc, ça m'a donné envie d'aller regarder notamment les cartes du ciel des femmes de ma famille, puisque j'avais cette chance d'avoir leurs informations de naissance et de pouvoir regarder ce qui était dans leur carte du ciel. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des placements quand même qui revenaient sur plusieurs générations, des choses qui se reproduisaient. Donc notamment, j'en parlais dans le premier épisode, cette fameuse lune en cancer qu'on retrouve sur plusieurs générations. Et puis d'autres placements un petit peu particuliers. En tout cas, il y avait des énergies comme ça qui revenaient souvent. Et notamment avec cette fameuse arrière-grand-mère, le même chemin de nœuds lunaires. Alors les nœuds lunaires, c'est intéressant quand même parce que c'est des placements qui vont changer tous les 18 mois.
Donc on n'a pas forcément les mêmes que ceux de notre famille, on peut avoir des chemins complètement différents. Et les nœuds lunaires, on les appelle aussi les nœuds de la destinée. Il y a une espèce d'idée de chemin comme ça entre notre nœud sud qui représente des mémoires engrangées, un réservoir de mémoires et de charges aussi qui peut être traumatique et qu'on est invité à vider, à libérer pour aller vers notre nœud nord, un chemin d'épanouissement. Et donc, avec cette arrière-grand-mère, avec mon arrière-grand-mère Marie-Louise, nous avons les mêmes nœuds lunaires, donc le même chemin finalement, on vient des mêmes mémoires et on est amené à se libérer de la même chose. Donc ça m'a vraiment interpellée. J'ai laissé ça de côté un moment et puis l'année 2022 a été vraiment un déclencheur dans le sens où à chaque fois que je faisais un soin énergétique, que je recevais une lecture de carte du ciel, on me parlait, ça revenait en fait, le sujet revenait d'un trauma familial. Une astrologue avait même évoqué le fait que voilà, il y avait cette sensation que je portais quelque chose qui n'était pas à moi ou qui en tout cas n'avait pas commencé avec moi. Et j'ai commencé à prendre conscience de ça et à faire des liens avec ce que ma mère avait pu me partager aussi de l'histoire de cet ancêtre. Donc notamment ce qui a pu se jouer en termes de loyauté, voilà, venir quand même d'une lignée de femmes plutôt fortes, plutôt matriarches, des femmes qui du coup avaient eu des déboires avec les hommes et un peu cette idée de et moi, pourquoi je devrais être heureuse en couple? Pourquoi je pourrais être heureuse en couple alors que toutes celles avant moi, elles ont souffert? C'est pas juste en fait si moi j'y arrive. Donc ça, c'est vraiment le mécanisme de loyauté familiale dont j'ai pris conscience. Et au-delà de ça, je sentais vraiment du coup, je mets les mots aujourd'hui, je les mettais pas à l'époque évidemment, mais vraiment une intrication de l'ordre de je revis le destin ou une partie du destin de mon ancêtre, en l'occurrence de mon arrière-grand-mère sans doute, mais un peu plus tard aussi j'ai pris conscience de ma grand-mère maternelle, pour qu'elle ne soit pas oubliée en fait dans l'arbre, pour que son destin, son histoire continue à vivre dans l'arbre. Évidemment, en faisant ça, je me coupe aussi d'une partie de ma propre destinée. Mais ça, j'en avais pas conscience. Et c'est des mécanismes vraiment inconscients. Donc, j'ai rencontré aussi cette même année donc le breathwork, la pratique du souffle. Et à chaque voyage, j'ai voyagé avec mes ancêtres. Je voyais les femmes de ma famille. J'ai pu me libérer aussi de certaines choses grâce à cette pratique. Et puis, j'ai découvert les constellations, et notamment les constellations familiales. D'abord en groupe, en collectif, et puis ensuite en individuel, avec une personne merveilleuse que je continue à aller voir régulièrement aujourd'hui parce que le chemin n'est pas terminé et ce qui se termine un jour, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, les constellations, le breathwork, c'est vraiment des outils du coup qui, après cette première prise de conscience, m'ont permis petit à petit et me permettent encore aujourd'hui de libérer, de rendre à chacun ses mémoires, de rendre à chacun ce qui lui appartient. C'est vraiment des moments très forts que j'ai pu vivre en constellation, notamment autour de cette thématique-là, autour du fait de rendre à chacun sa charge émotionnelle, sa charge traumatique, les mémoires qu'il ou elle a vécues et celles que je n'ai plus envie de porter aujourd'hui. Et c'est ce que je dis toujours quand j'accompagne aujourd'hui en constellation. Parfois, c'est un moment qui est difficile quand on se libère de certaines de ses loyautés ou de ses charges, parce qu'on se dit, mais oui, mais j'ai pas envie de tout décharger sur l'autre finalement. J'ai pas envie de lui faire de la peine. J'ai pas envie de charger en fait l'autre ou de rejeter les choses sur l'autre. Mais ce qui est aussi très, très important à prendre en compte, selon moi, c'est que quand on porte la charge d'un ancêtre, quand on porte son destin, finalement, c'est comme si on lui prenait aussi sa dignité à cet ancêtre. On croit bien faire, peut-être qu'on veut le sauver inconsciemment, peut-être qu'on veut libérer notre arbre, libérer tout le monde, tout porter telle une guerrière, etc. Mais tant qu'on porte le destin et la charge des autres, on lui laisse pas la possibilité d'en faire quelque chose à sa hauteur. Donc on lui enlève aussi sa dignité. C'est comme si on le reconnaissait pas capable de ça, un peu de se dire voilà, écoute, t'es pas capable, laisse, vas-y, je le fais. Et c'est comme si on le dévalorisait aussi d'une certaine manière, comme si on ne lui faisait pas confiance en sa capacité de délier lui-même ses propres histoires, ses propres mémoires. Donc quand on rend aussi à un ancêtre ce qui lui appartient, quand on accepte de ne plus tout porter sur les épaules et de ne plus avoir à libérer tout le monde, on lui rend aussi sa dignité et on lui rend avec respect. Évidemment, c'est pas une poubelle. Enfin, je veux dire, on lui jette pas son truc à la figure de allez, démerde-toi avec tes mémoires, moi j'en ai marre. Non. On respecte le destin de chacun, on honore le destin de chacun, on honore aussi cette charge-là qui peut exister de souffrance, de difficulté, etc. Donc on le rend avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, et on le rend en lui rendant du coup sa dignité, en lui rendant la possibilité d'en faire quelque chose, de transformer
ce quelque chose, de transformer ses mémoires s'il le souhaite. Après, ça lui appartient, c'est sa responsabilité. Il en fera quelque chose ou pas, dans le visible ou dans l'invisible. Après, chacun a ses croyances. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tant qu'on le porte, il peut rien en faire. Il peut pas, ça lui est pas accessible. Donc déjà, de lui rendre, c'est lui rendre aussi sa dignité. C'est pas du tout rejeter le truc, c'est pas dénigrer ce que l'autre a vécu. Au contraire, c'est un acte d'amour, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de respect. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que moi, personnellement, j'ai pu expérimenter à travers le breathwork, les voyages que j'ai pu vivre et dans lesquels, voilà, toute ma lignée était là à chaque fois. Ça me faisait pas toujours plaisir de les voir. J'aurais bien voulu aussi parfois vivre autre chose, mais ça a été ma réalité pendant mes 7 mois de formation. C'est que à chaque fois que je voyais ma famille. Et notamment à la fin de ma formation, j'ai respiré auprès d'une consoeur qui portait un espace de breathwork. Et là, ça a été un peu le clou du spectacle de cette année où j'avais beaucoup travaillé sur mes mémoires. C'est-à-dire que je me suis vraiment reconnectée aussi à la beauté de cette lignée. Et en fait, finalement, c'est en me libérant aussi de ce poids-là, donc de cette intrication, de cette loyauté envers les femmes de ma famille, et notamment cette arrière-grand-mère et son vécu très, très souffrant, très difficile. En reprenant du coup ma liberté là-dessus, j'ai aussi pu pleinement recevoir les cadeaux de mon arbre et les cadeaux de ces femmes, c'est-à-dire leur courage, leur force, mais dans un versant lumineux, pas dans un versant... je tiens en serrant les dents parce qu'il faut tenir. Non, une force du coup aussi de confiance, de présence. Je veux dire, aujourd'hui, je ressens vraiment ma lignée présente avec moi. Et notamment dans les espaces que j'ouvre, je le fais toujours avec beaucoup de respect pour leur histoire et pour l'histoire qui est la mienne. Voilà, et donc tout ce cheminement personnel d'abord avec le transgénérationnel, petit à petit, en fait, j'ai commencé à voir la vie sous un prisme transgénérationnel au fur et à mesure aussi de mes formations, de mes lectures, de mes initiations et de ma pratique. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai un prisme presque instantané quand on me parle de quelque chose. Je me pose des questions au niveau du transgénérationnel, au niveau des lignées, au niveau de la fratrie, etc. Voilà, quel lien on peut faire. Et je trouve que c'est une façon aussi de voir les choses qui en tout cas, est très riche et qui voilà, permet vraiment de faire des ponts et de trouver aussi parfois ce qui nous manque quand on va faire plein de thérapies, plein de soins et qu'on a l'impression de tourner en rond. Très souvent, il y a quelque chose à aller voir dans le transgénérationnel, dans les mémoires. Et moi, ça a été mon cas. Voilà, j'ai tourné en rond pendant longtemps sur certaines choses, notamment le couple, l'ancrage, la relation à mon corps. Et en reconnaissant toutes ces mémoires, en libérant aussi les mémoires et les charges associées, finalement j'ai trouvé des réponses à mes questions et à ces sujets aussi autour desquels je tournais un petit peu en rond depuis quand même pas mal de temps. Voilà mon histoire avec le transgénérationnel, comment c'est venu à moi, comment je l'ai vécu, expérimenté et aussi comment aujourd'hui je vous accompagne à travers ça, à travers les constellations systémiques et familiales, aujourd'hui en individuel et puis bientôt en collectif, et évidemment à travers la pratique du breathwork et puis les accompagnements voilà, odyssées individuels ou collectifs autour de ces mémoires-là. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir à ce podcast, à m'envoyer un message pour me dire s'il a résonné pour vous. Et puis si vous voulez en savoir plus sur comment je travaille la question des mémoires familiales et ce que je propose, n'hésitez pas à jeter un œil à mon compte Instagram, Stéphanie Lunae, sur lequel je vous partage aussi mes pratiques autour des mémoires familiales. Merci de votre écoute.